Alors, Vigimedia, ça devient une longue histoire maintenant parce que ça a plus de 10 ans. Euh, la première fois, c'était un 14 juillet, c'était en 2015 de mémoire. Et pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez chaud, à vrai dire, parce que j'étais vraiment claqué ce jour-là. C'était la toute première manif que j'organisais, en fait, devant l'Assemblée nationale. Et cela en concertation avec plusieurs mouvements qui se mettaient en place. Et c'est la toute première fois d'ailleurs que la dissidence, qui sévit sur les réseaux sociaux, s'est rassemblée vraiment par plusieurs milliers de personnes dans Paris. Alors à l'époque, on avait Éric Fiorile et puis Thierry Borne. Et Éric Fiorile faisait partie de ces gens qu'on va retrouver de temps à autre qui se présente un petit peu avec une posture de sauveur, ayant des liens avec l'armée, etc., qui permettrait de faire une révolution et que des militaires seraient avec nous, etc. Bon, malheureusement c'est des choses qu'on reverra par la suite, mais dont je pressentais de toute façon que ça n'allait pas donner grand-chose. Thierry Borne, lui, était quelqu'un d'un peu plus éloquent, un peu plus terre à terre, mais pas un révolutionnaire à proprement parler. Et lui, ce qu'il voulait, c'était gambader dans Paris, en fait, avec des milliers de personnes. Moi, en fait, comme j'étais réellement l'organisateur au sens de la déclaration en préfecture, qui était la toute première que je faisais, on s'était tous retrouvés devant l'Assemblée nationale parce que justement ça partait en quenouille par rapport à ce que projetait Éric Fiorile de son côté. Donc tout le monde a convergé sur l'Assemblée nationale. Et j'étais en train de gérer plusieurs fronts. Il fallait ouvrir des passages pour que les gens puissent accéder à la place qui fait face à l'Assemblée nationale. Donc je me concertais avec les flics. Il y avait la presse, les altermédias qui étaient là et qui me sollicitaient pour avoir une parole. De la même façon, il y avait plein de gens qui me sollicitaient pour en fait, pareil, qui voulaient des informations, que je dise quelque chose. Enfin, j'étais ultra sollicité. Et c'était pas simple parce que gérer à la fois la maréchaussée, la préfecture, les médias et les gens sur place, en étant totalement inexpérimenté, et puis c'était très très compliqué. Moi, dans mon idée, en fait, j'avais appelé en fait à ce qu'on marche sur BFM. C'était l'idée de départ. Et lorsqu'on s'est retrouvé devant l'Assemblée nationale, peut-être qu'on incrustera des images, mais ça a été une véritable déconvenue pour moi puisque je débutais totalement et puis j'avais pas encore l'habitude de parler en public, d'exercer mes quelques talents oratoires que je vais développer au fil des manifestations qui interviendront plus tard. Et Thierry Borne, lui qui était beaucoup plus éloquent et beaucoup plus survolté, a réussi à motiver l'essentiel des troupes pour qu'elles aillent marcher dans Paris. Et moi qui étais complètement claqué parce que j'avais pas dormi de la nuit et que je gérais trop de trucs en même temps, j'ai tenté un discours derrière Thierry Borne ou avant, je sais plus, pour inciter tout le monde à aller marcher devant BFM parce que c'était quand même devant les médias qu'il fallait aller si on voulait avoir un effet quelconque, si on voulait être visible. Et j'ai pas réussi finalement à motiver les gens. Thierry Borne a été plus doué que moi dans l'affaire. Bon, je le regrette pas. Peut-être que finalement on aurait pu réussir un début de révolution en 2015 dans cette affaire-là, mais c'était pas encore le moment. Et d'ailleurs, il s'avérera que c'est quand même beaucoup plus difficile qu'on le pense que de réussir à mobiliser beaucoup de monde et à convaincre les gens de faire des choses qui relèvent d'une certaine tactique opérationnelle. Enfin, toujours est-il qu'on s'est retrouvé quand même quelques dizaines devant les BFM, puisque un certain nombre de personnes m'ont suivi. Et ça a été assez rigolo sur la fin, puisque du coup, on a pu discuter avec des journalistes.
ils n'étaient pas du tout au courant qu'on allait arriver, qu'on allait squatter leurs anciens locaux, puisqu'ils ont déménagé après. Et les flics de leur côté n'étaient pas au courant non plus, n'ont pas capté. Et finalement, le BFM a dû appeler la police. Et nous, c'était bon, on avait fini notre exercice devant un BFM, donc on est parti boire un coup dans un bar pas très loin. Et donc, au moment où on était dans le bar en train de faire le petit retour d'expérience de la journée avec les camarades, on a vu débouler plusieurs cartes de CRS avec des mecs tout habillés en Robocop qui couraient comme des dératés jusqu'aux locaux de BFM pour faire un stop et se rendre compte qu'il n'y avait plus personne. Donc on était mort de rire. Donc c'est la toute première journée finalement des manifs médias qui a démarré comme ça. Et ça a continué par la suite. Ça a une fréquence assez soutenue, hein, pendant un moment, c'était, je crois, tous les week-ends. Et après un certain temps, on a fini par passer à une fréquence de tous les mois et depuis peu, tous les 2 mois pour avoir un petit peu plus de temps de respirer, sachant que une partie d'entre nous ne vivons pas sur la région parisienne. On a quand même d'autres choses à gérer dans la vie et ça nous coûte quand même beaucoup en temps, en argent, en énergie, en morale, sachant que on n'est pas des pros de la com. Très honnêtement, c'est vraiment pas notre truc. Faut dire ce qui est. Et on manque d'ailleurs de ressources pour pouvoir mieux communiquer, des gens qui maîtrisent bien les outils Internet, l'infographie, des vidéastes, des gens voilà qui seraient passionnés et qui pourraient beaucoup nous aider. Mais on n'a pas vraiment ça. Ça se fait petit à petit. Et donc depuis 10 ans, on a continué de battre le fer, hein, parce que on a eu quelques grands moments avec les Gilets jaunes où on a été à nouveau plusieurs milliers devant France Télévisions. On a eu des moments où, pareil, on a dépassé des chiffres qui étaient assez symboliques pour nous. On était plusieurs centaines, vraiment plus de 500 à 1000 personnes, et ça commence à faire du monde dans ces cas-là, ça se voit. Mais la plupart du temps, très honnêtement, on est resté sur des chiffres qui étaient de plusieurs dizaines. Mais toujours jamais moins en fait, hein. On s'est jamais retrouvé à moins de 10 pelos de mémoire. Enfin, j'essaie de réfléchir, mais non, on a toujours eu quand même un petit nombre, une trentaine de personnes en général, voire plus, qui étaient là avec nous. Et c'est d'ailleurs, je remercie énormément ces gens parce que même si les têtes ont parfois changé au fil des années, pour certaines. On sait que finalement, il y a un noyau dur dans Vigimedia, soit de gens qui nous suivent de loin, qui de temps en temps viennent quand ils peuvent, mais qui en tout cas suivent nos initiatives et ne lâchent rien et sont convaincus, et des gens qui, eux, essayent de maintenir le feu, savent que c'est dur, savent qu'on ne sera pas forcément dans les grands chiffres, mais que c'est là que ça se passe, qu'il faut être devant les médias. Donc 10 années d'expérience militante au travers des mobilisations devant les médias sans qu'on lâche l'affaire, malgré toutes les déconvenues, malgré les difficultés. Pour moi, en fait, c'est quand même une forme de succès parce que finalement, on aurait pu abandonner. La majorité de nos camarades aurait pu se dire, bon, ça sert à rien, on n'arrive pas à convaincre le gros de la dissidence politique à se mobiliser là où il faut. On lâche tout et on se démoralise et puis on arrête là. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé justement, et c'est pour ça qu'on continue. C'est parce que justement on ne veut pas à la fois décevoir ce noyau militant qui reste convaincu et qui fait un effort énorme d'abnégation et de mobilisation, et en même temps parce qu'on sait qu'on a raison. Nous sommes convaincus d'avoir raison. Nous savons que c'est bien les médias dont il faut reprendre le contrôle. Et je cite souvent des révolutions qui ont commencé, des révolutions contemporaines, hein, qui ont commencé avec la prise de contrôle des médias. Alors on a le point de vue des militaires qui, eux, prennent toujours le contrôle de la télévision nationale parce que c'est logique. C'est ainsi qu'avait procédé Chavez au Venezuela.
On peut avoir la vision des insurgés avec la révolution roumaine de 1989 qui va entraîner la chute de Ceausescu, qui démarre par la prise de contrôle de la télévision publique nationale. Les Serbes actuellement qui sont remontés contre le, leur, leur président, bah, c'est pareil, ils sont très souvent devant les médias et pour l'instant ça continue. Parce que chacun sait, en fait, quand on a un peu de bon sens, et les militaires, on peut pas leur reprocher de pas comprendre des ressorts opérationnels et tactiques nécessaires à obtenir des succès opérationnels, quoi, on va dire. Euh, Si on a un peu de bon sens, si on a un peu de sens tactique, lorsqu'il y a une réelle crise politique dans un pays, lorsque nous sommes sous le joug d'une tyrannie, je parle en 2025, hein, je dis pas au Moyen Âge ou durant l'Antiquité, mais à notre époque contemporaine. Eh bien, la première chose qu'il faut régler, c'est d'abord la question de la parole, de la dissidence, qui est forcément ostracisée, qui est forcément censurée, occultée, voire réprimée, et qui ne peut pas se faire entendre à la majorité des Français. Si on prend le simple c'est vraiment un sujet qui me touche, moi, mais parce que je sais à quel point c'est important. Si on prend par exemple la propagande de guerre que nous subissons, qui est interdite hein, à la base dans l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, mais qui est aussi qualifié de crimes contre la paix dans les attendus de la décision du tribunal de Nuremberg, hein, qui est aussi devenu un texte de droit international public, c'est un crime contre la paix. La propagande de guerre hein, que nous subissons actuellement contre la Russie dans tous les grands médias, LCI en tête, mais tous les grands médias, publics, privés, et avec si peu de contradictions de gens qui ne seraient même pas forcément des adorateurs de la Russie ou de Vladimir Poutine, mais tout simplement qui verraient nos intérêts nationaux en premier lieu et l'intérêt de la paix pour le moins. C'est ce manque flagrant de contradiction est une preuve en soi que nos médias ne jouent pas leur rôle et que s'ils ne jouent pas leur rôle, s'ils nous font un matraquage en permanence d'un certain nombre d'idées ou qu'ils nous imposent une représentation politique, bah comme Macron, c'est eux qui l'ont fait élire, je veux dire, et puis tous ceux qui étaient réellement hostiles à Macron, les Asselineau, les Philippot, les Jacques Sapir, tous ceux qui en fait sont hostiles à l'Union européenne et qui veulent nous en sortir, sont carrément invisibilisés. Donc il faut bien comprendre cela, c'est qu'il y a un jeu, il y a une volonté de propagande. La propagande, ça sert à quelque chose, c'est nous implémenter un certain nombre d'idées, nous forcer à considérer les choses dans un seul sens, nous interdire de penser. Et ça, ce sont des régimes totalitaires qui font ça. Et je veux dire, le totalitarisme en France est une réalité. Nos médias n'en sont que la preuve euh, la plus démonstrative. La façon dont ils se comportent, c'est une preuve en soi. Donc il faut reprendre le contrôle des médias. C'est pas bien difficile. Nous, on a un point de vue qui est assez simple, qui est aussi légaliste, parce qu'on est des vrais révolutionnaires pour le coup. Notre point de vue, c'est qu'il faut réellement jouer le jeu des lois en notre faveur pour emmerder le préfet et l'empêcher quelque part de trouver une justification à nous réprimer ou à nous voilà à nous tabasser nous faire tabasser par la marée chaussée et nous expulser. Non, le but du jeu, c'est au contraire de dire tu peux pas le faire parce que en fait non seulement on fait vos putains de déclarations administratives comme l'exige la loi, mais en plus, on n'est pas des sauvages, hein, on pénètre pas les locaux, on va pas tabasser des journalistes, on respecte la loi. Et le but du jeu, c'est en fait, à ce jeu de con où on veut être les plus malins, c'est de petit à petit obtenir de plus en plus de monde, être plusieurs milliers jusqu'à avoir réellement une masse critique. Et bah, à ce moment-là,
on arrêtera de faire ça tous les 2 mois, enfin, on passera à un régime où ça sera ensuite à nouveau tous les week-ends, puis tous les jours, où là vraiment on s'organisera pour faire ça tous les jours, jusqu'à ce que la masse critique soit vraiment, même pour nous, difficile à gérer, difficile à contrôler, que les journalistes se chient dessus et qu'il n'ait plus d'autre choix que non seulement nous donner la parole pour qu'on puisse appeler les armées au secours du peuple, que l'on puisse expliquer que Macron doit être destitué parce que c'est un traître, ainsi que toute l'oligarchie en fait qui suit, hein, il n'y a pas que lui, mais disons qu'il faut faire tomber le premier domino institutionnel pour que le reste s'effondre, et ensuite faire en sorte que nous ayons pour la dissidence sur les médias publics un temps d'antenne qui soit garanti pendant, je dirais, tout le reste du temps, en fait, c'est-à-dire pas pour nous, mais que sur France Inter, on capte en fait la totalité de cette radio. Hein, on leur laisse tous les autres, France Musique, France Info, France Télévisions, tout ce qu'ils veulent. Nous, on prend un seul canal, on envoie tous nos journalistes al altermédiatiques que vous connaissez, que vous suivez sur Internet. On fait en sorte qu'ils soient embauchés par Radio France pour qu'on puisse avoir des invités et des politiques, intellectuels, qui permettent de réinformer les Français jusque dans leurs autoradios, avec un canal immense qui est public, que l'on paye avec nos impôts. Donc on pourra avoir tous les grands médias publics et privés qui continueront de faire la propagande. Il y aura au moins un grand média public qui fera de la contre-propagande, entre guillemets, qui permettra en fait à d'autres sons de cloche, ceux de la dissidence politique, ceux de la réelle opposition, de pouvoir exister réellement. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Alors, il y a certes le fait de faire une communication. Je veux dire, si on réussit à siéger suffisamment longtemps des grands médias publics, en étant très nombreux, on a un pouvoir de contrainte qui est quand même assez puissant, parce que le sous-entendu pour les journalistes qui travailleraient dans les locaux, c'est pourvu qu'ils pénètrent pas justement le bâtiment, parce que ça pourrait très mal se passer, ça pourrait très mal se terminer. Donc la délégation que l'on enverra négocier expliquera très clairement que voilà, les seuls pacifistes qui sont dans le secteur, c'est la délégation elle-même. Les autres en bas, ils sont plutôt énervés, ils sont très difficiles à contenir. Donc le but du jeu, c'est dans ces négociations, c'est qu'ils cèdent, qu'ils perdent pas de temps à nous refuser nos exigences, mais qu'au contraire, c'est de leur intérêt que de céder à nos revendications. Donc évidemment, on fera une communication à l'attention du peuple, à l'attention de nos armées, de nos fonctionnaires, de la justice, aux quelques politiques qui ne sont pas hostiles au peuple, on va dire. Mais ça s'arrêtera là. Pour nous, c'est pas une volonté d'existence politique, parce que c'est pas ça notre projet personnel de vie. Par contre, on veut que la révolution advienne, et il faut quand même pouvoir mettre le pied à l'étrier. La seule façon de le faire, c'est de reprendre le contrôle de nos médias, et en particulier publics. Ça fait 10 ans qu'on y travaille, avec des hauts, des bas, des difficultés, et puis malgré tout beaucoup de bonne volonté. Donc j'espère que ce petit retour d'expérience, cet historique de Vigimedia, vous permettra de bien comprendre la démarche, et pourquoi on continue en fait, pourquoi on n'a jamais rien lâché, et pourquoi on continuera encore tant que chacun n'aura pas pris conscience que l'on perd du temps à s'éparpiller sur des tas d'autres initiatives qui sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas capables d'avoir un effet de levier réel pour faire une révolution politique. Une révolution politique, c'est l'assurance d'avoir pris le contrôle des institutions, les médias en premier, le Parlement en second lieu, d'avoir un gouvernement de transition qui soit prêt à l'emploi, c'est quelque chose dont je discuterai pas ici, et d'avoir les armées de notre côté au moment où on est dans la phase critique, c'est-à-dire le grand soir venu. Voilà, donc pour ceux qui veulent mieux comprendre, je peux que vous inviter à commander mon livre qui s'intitule Révolte,
Vous aurez tout le plan en fait insurrectionnel. Je décris vraiment étape par étape comment on fait une révolution en France. Et puis, bah, je suis un activiste, je suis pas seulement quelqu'un qui écrit et qui théorise. Mais les médias, c'est vraiment la première pierre à l'édifice de la révolution. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis j'espère que ces explications vous permettront de mieux comprendre notre démarche et pourquoi on continue. À bientôt.